Donc on a dans cette deuxième partie de la matinée une formule un peu différente. On aura des interventions par des conférenciers invités d'une dizaine de minutes et alternées par des interventions du public et des participants online. Donc je vais donner la parole tout de suite à Marie-Rose Moreau qui est la première intervenante. Marie-Rose est professeure de pédopsychiatrie à l'Université de Paris, chef de service de la maison des adolescents à l'hôpital Cochin et experte entre autres d'adolescents et de l'approche transculturelle. Vous connaissez sans doute beaucoup de ces ouvrages. Donc je laisse la parole à Marie-Rose. Bonjour à tous. Bonjour Mario, bonjour à Bruxelles, bonjour à tous les amis qui sont là. Ravie d'être avec vous, même par visio. Effectivement, c'est quand même un avantage de pouvoir, malgré tout, retravailler ensemble et en tout cas partager de la pensée, même comme ça à distance. Et aujourd'hui, j'étais un peu coincée. Je dois d'ailleurs partir à midi, donc je suis contente que je puisse le faire malgré grâce à ces échanges. Alors, je vais essayer de faire attention au temps. Je vais donc, sinon vous m'interromprez, mais je vais quand même regarder le temps. Et effectivement, dans ce beau sujet que vous nous avez proposé, avec déjà pas mal de choses qui ont été dites sur cette importance donc j'allais dire du monde extérieur et comment le monde extérieur dans sa complexité vient interroger, plus qu'interroger, vient remettre en question notre capacité nous les cliniciens, nous qui s'occupons d'enfants, d'adolescents, et en particulier, en tout cas, qui faisons qui sommes tous les jours baignés dans cette psychopathologie des êtres en développement, eh bien, comment nous saisissons cette complexité. Et je trouve qu'il y a des enjeux pour la psychanalyse et au-delà, pour les cliniciens, extrêmement intéressants. Vous en avez déjà cité plusieurs depuis ce matin, puis je vais essayer d'amener avec ma sensibilité, en particulier ma sensibilité transculturelle, disons, quelques éléments complémentaires à ce que vous avez dit. Mais je voulais dire que déjà, dans ce qui a été dit ce matin, par exemple, dans l'introduction d'Alain Malcher, cette question sur comment l'évolution de la psychopathologie, en particulier des adolescents, avec le rapport au savoir, le rapport à l'école, le rapport au monde et le rapport même à leur propre identité avec les questions de genre, comment ces questions s'invitent brutalement, j'allais dire, dans notre réalité épistémologique et dans notre réalité clinique. Et donc, oui, j'avais préparé, c'est plutôt des images que je vous ai préparées que des mots, mais les mots, je les dirai. Je vais partager mon écran pour, disons, pour incarner aussi de manière un petit peu différente. Et j'avais intitulé cette intervention de ce matin « Cheminement complexe et partagé », parce qu'en fait, je vais bien sûr traiter la question de la complexité comme ça m'a été demandé, et partager au sens où il me semble qu'un des défis de cette complexité, c'est non seulement la saisir, mais également l'éclairer et la partager avec tous, c'est-à-dire tous ceux qui en ont besoin, tous ceux qui ont besoin par exemple, de nos soins ou de nos accompagnements, mais aussi tous ceux avec qui nous travaillons. Cette notion de partager, de partager des choses complexes, moi, me tient très à cœur. Je pense que si on considère qu'on va penser la complexité, mais qu'on ne peut pas la partager avec les premiers concernés quasiment, eh bien, il me semble qu'il nous manque quelque chose. Donc, je vais mettre un petit peu l'articulation sur à la fois la complexité et sa transmission.
Et le mot cheminement, parce que je pense que c'est des processus, et il m'a également été inspiré par un très beau livre de Laplantine que j'ai reçu il y a quelques jours, qui s'appelle Cheminement, voie anthropologique et artistique de la connaissance, où Laplantine montre comment le savoir anthropologique doit s'appuyer sur le savoir artistique pour mieux appréhender le sensible. Et en fait, c'est à peu près la même question qu'on se pose aujourd'hui avec la psychopathologie, mais lui se la pose pour les outils de l'anthropologie. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que des disciplines différentes se posent des questions similaires. C'est sans doute quelque chose de l'air du temps que l'on doit saisir et qu'on ne doit pas rater le coche, bien sûr, parce que sinon on est dépassé. Il y a d'autres, on perd notre propre capacité à la penser. Alors, j'avais mis quelques éléments justement sur cette complexité en reprenant une phrase et un concept d'Édouard Glissant, donc ce philosophe et poète de la créolité en particulier. Et le premier, c'est je pense quelque chose qui moi en tant que clinicienne me tient très à cœur, hein. Agis dans ton lieu, mais pense avec le monde. Ce matin, on a beaucoup parlé de réalité externe, on a beaucoup d'ailleurs montré l'importance du dialogue avec cet environnement, de l'environnement aussi bien historique dans la question du récit, de la préhistoire, et du récit dans le présent, mais aussi dans toute une série donc de concepts qui nous permettent de percevoir à la fois ce qui est profond, par exemple l'archaïque, et ce qui est partagé, par exemple, l'intersubjectivité. Et moi, je me disais que et on a parlé de Winnicott, par exemple, qui est effectivement, à mon sens, un auteur extrêmement important pour penser cette complexité, par exemple, où se déroule le développement de l'enfant et comment émerge d'ailleurs aussi sa psychopathologie. Et moi, je me disais que c'est le concept qu'on pouvait utiliser, en tous les cas, si on prend ce que Stenger appelle les concepts nomades, hein, qu'on va aller chercher par exemple en philosophie et qu'on voit comment s'ils nous sont utiles et comment ils nous sont utiles, que cette réalité externe, elle a déjà un nom, elle a déjà un topos, c'est la question du monde, c'est-à-dire c'est la question de notre interaction entre l'intime et l'intrapsychique et le collectif, mais le collectif au sens de l'organisation des interactions, l'organisation des groupes, l'organisation des langues, par exemple, ou l'organisation des pouvoirs. Donc, parce que tous ces éléments-là interviennent. Et donc, j'aurais tendance à proposer comme glissant, c'est-à-dire à dire que c'est cette interaction avec le monde tel qu'il est et comment on va l'appréhender, comment on va se l'approprier pour pouvoir l'intégrer à la pensée clinique. Et le deuxième, ça c'est sa phrase très connue, mais le deuxième c'est son concept, très connu aussi d'ailleurs, qui est celui de la politique de la relation. Glissant plaide pour cette idée que le monde se définit essentiellement par un système de relations. C'est-à-dire que l'élément le plus constitutif, le plus structurant, c'est la relation. Mais c'est une relation à l'échelle du monde. Donc ça, c'est l'importance de ce concept-là pour que nous, on pense les relations telles qu'elles vont s'inscrire dans ce monde-là. Et la psychopathologie, l'adolescent, par exemple, l'adolescent qui a perdu son élan vital, qui s'automutile, qui a envie de mourir, qui n'a pas envie de voir l'avenir,
comment il s'inscrit dans le monde et comment il inscrit le monde à l'intérieur de lui. On voit bien quand on fait cette psychopathologie, on a parlé des tout petits et c'est évidemment très important, c'est l'arrivée dans le monde. Et les adolescents, eux, ils vont l'exprimer, ce rapport au monde. Ils vont l'exprimer et parfois, ils vont exprimer les blessures. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, alors là, j'ai repris, là, c'est un écrivain, mais j'ai repris, c'est Mabankou. J'ai repris 2-3 éléments de Mabankou, qui sont le multiple. Lui, il plaide, hein, il dit les caractéristiques du monde, quels sont les éléments du monde que je vais inscrire dans ma clinique. Dans la clinique, c'est moi qui rajoute, là c'est Mabankou qui propose la spécificité du monde, c'est le multiple, le pluriel et le fait que s'inscrire dans le monde, c'est essentiellement un processus de traduction parce qu'il y a 1001 langages, pas seulement qu'il y a plein de langues différentes, mais qu'il y a plein de langages différents. Il y a le langage du corps qui interagit avec le langage du rêve, du fonctionnement psychique. Il y a le langage et qui interagit avec le monde. Donc, cette notion de multiplicité, de pluralité et de alors, lui dit polyglottisme, je rajouterais la notion de traduction, au sens où on est constamment dans la psychopathologie, par exemple, lorsque dans nos débats idéologiques de quelle nature est ce trouble du développement, etc., est-ce qu'on essaye de faire des processus de traduction en essayant de voir qu'est-ce qu'il y a dans chacun de ces univers, dans chacun de ces fragments du monde, puisque rien ne représente le monde dans son entier, et comment on va faire un phénomène de traduction. Nous, les cliniciens, nous, les psychanalystes, on est des traducteurs. Hein, donc, c'est cette notion de traduction du pluriel. Et pour Mabankou, la caractéristique de ce monde, c'est que c'est une addition, une multiplication, non une soustraction, une division. Mais pour ça suppose des traductions et des interactions entre les univers. Et donc, du coup, je plaide, on va dire, pour comprendre ces processus. Et Bernard rappelait tout à l'heure que il y a 82 millions de réfugiés dans le monde et que c'est 1 sur 100. Donc, à ce monde-là se rajoute la question du mouvement, la question de la transformation, la question de l'arrachement, la question de la reconstruction des liens. Donc, et tous les éléments que la clinique transculturelle, par exemple, étudie. Mais ça suppose donc que ces éléments du monde, donc à la fois des éléments épistémologiques, mais des éléments concrets, les mouvements, la modification, la circulation des enfants, tous ces éléments qui caractérisent les échanges mondialisés, que ces éléments-là, on puisse les penser dans la psychanalyse, ou que la psychanalyse se laisse affecter par ces caractéristiques que par ailleurs, elle ne sait pas forcément penser. Parce que c'est là un exercice de modestie, de se dire, si je veux accéder à la complexité, je dois éclairer mon objet d'un certain nombre de faisceaux différents, d'épistémologies différentes. Par exemple, j'ai pris par exemple là la philosophie ou l'anthropologie ou même les arts, hein, en prenant la créativité. Et donc, ça c'est le premier point. Le dernier point, parce que le dernier point, c'est qu'on soit capable de transmettre cette complexité, disons, perçue, portée. Alors, j'avais pris quelques exemples et je crois que le temps passe, donc je les cite juste rapidement. Par exemple, lorsque, en temps de Covid, lorsqu'on a voulu montrer la difficulté, enfin, ce que ça faisait aux adolescents, on a cherché des formes transmissibles dont les adolescents eux-mêmes pouvaient s'approprier. Donc, d'où toute une série de BD qu'on a fait à partir des histoires des adolescents et utilisées ensuite par les adolescents et ceux qui s'occupent d'eux. Alors ça, c'est l'importance
sans simplifier quoi que ce soit, par exemple la transmission transgénérationnelle, où là, il s'agit d'une histoire d'un mineur isolé pris dans une dépression sans nom, et d'une frayeur face au monde qu'il ne connaît pas, mais il y a eu une dizaine d'histoires comme ça. Et le dernier exemple que j'allais prendre, juste je le cite, c'est la diversité des familles et comment on s'adresse aux enfants. Là, c'est un exemple pour les enfants. Comment je m'adresse aux enfants pour leur parler de leur famille, de leur transformation, quand ça va pas, et comment ces familles, par exemple déjà qu'elles sont multiples, qu'elles se recomposent, que l'histoire de papa-maman, tout ça, ça se modifie, et donc comment on s'adresse à eux. Donc une complexité assumée avec des outils complexes, donc des outils qui viennent d'univers différents, et qui ensuite on puisse aller transmettre aux enfants, aux adolescents, aux familles, en tous les cas, qui n'excluent personne. Voilà, je crois que j'ai pris mon temps et je vous remercie. Oui, alors, merci. Je passe la parole donc à notre deuxième intervenant, qui est Antoine Masson, qui a aussi une dizaine de minutes d'intervention, et j'invite aussi tous les participants en ligne de réfléchir à des questions et n'hésitez pas à intervenir, faire des commentaires. Ne vous sentez pas bloqué par l'aspect technique, parce que vous aurez aussi la parole directement et pas uniquement le chat. Voilà. Voilà, donc je suis vraiment très content qu'on m'ait proposé d'intervenir et je remercie vraiment Jean-Paul, même si c'est quand même un véritable paradoxe, hein, parce qu'une intervention libre en 10 minutes, c'est quand même une liberté très contrainte et très limitée dont je vais essayer de... Mais j'ai vu qu'en fait, c'était pas vraiment une intervention libre, c'est une intervention préparée et une discussion libre, et puis une organisation des interventions libres. Voilà. Alors, je vais peut-être commencer un peu comme une émission très célèbre que vous reconnaîtrez peut-être par vous dire ce dont je ne parlerai pas. Hein. Donc, je ne vous parlerai pas d'une discussion de l'exposé de Bernard Gols qui, je trouve, a vraiment exemplifié ce que Paul Celan appelle l'adresse à personne. Une adresse, mais à personne. Il a vraiment très bien exemplifié aussi à propos d'un autre poète qui est Salas Tétier, qui dit que pour faire un poème, il faut des doigts aveugles contre une matière aveugle, où petit à petit on distingue des différences de densité, et puis des rapports de la gamme, et puis seulement après arrive la figure. Alors par rapport à Jean-Paul Mattaux, je ne ferai pas la discussion d'une idée très intéressante, où il dit que l'au-delà et l'en-deçà, c'est la même chose. Et là, je pense à un poète, André Dubouchet, qui a dit que les marges sont au centre. Et qui a dit aussi que finalement, l'extérieur en souffrance, ce n'est jamais que le 2 fois humain, pas seulement l'humain. Je ne parlerai pas non plus comment on pourrait repartir de l'exposé de Jean-Paul Mattaux pour vraiment promouvoir une clinique affirmative du fluide et du possible, et pas simplement une clinique des cristallisations pathologiques. Je ne parlerai pas non plus, discuterai pas non plus cette idée du soi disséminé, qui est une appréhension multiple sur fond d'informe, et qui pourrait évoquer vraiment l'hétéronymie de Pessoa, qui finalement sont des hétérogènes, qui tiennent dans la coterie inexistante, et bien sûr dans une ambiance que notre collègue portugaise connaît certainement, qui est la saudade, qui est une forme d'ambiance tout à fait particulière. Alors Jean-Paul m'a dit que finalement, en 10 minutes, il n'y avait qu'une idée. Alors je vais dire l'idée tout de suite, et puis je vais voir comment je peux la développer. Alors l'idée, c'est que je voudrais parler d'un péril, quand même, dans ce qui nous habite aujourd'hui, c'est que tout le monde est d'accord quand même sur la complexité, le multidisciplinaire, les différentes approches qu'il faut mettre ensemble, etc. Mais il y a quand même 2 manières de concevoir la complexité. C'est ça que je voudrais un petit peu parler. Et il y a ce péril de recouvrir la véritable complexité par un brouillard proliférant de données et de savoir, et qui fait perdre toute orientation et toute boussole. Voilà, donc ça c'est vraiment le péril dans lequel on se trouve. Alors, le soi disséminé, d'accord, mais quelle orientation?
Et là, on a vraiment une alternative, soit la tentative de recouvrement. Si j'ai le temps de vous parler, les Badiou appellent le recouvrement comme le fait de mettre toute une série de tuiles finies pour qu'on ne voit pas où se trouve la singularité nouvelle. Mais qui est aussi la couverture nuageuse, ou ce que Christian Salmon a appelé le brouillard de pandémie. Et vous savez peut-être que dans le syndrome du Covid long, on a inventé maintenant le brouillard mental, qui est un des symptômes du Covid long. Donc il y a cette alternative-là, où il y a l'alternative de tenir un point inouï, et pour peu qu'il soit tenu, ça procure une orientation fragile et indestructible, sans pour autant qu'on puisse saisir le but, sans savoir où on va, un peu comme le bébé qui ne sait pas à qui il s'adresse, mais il sait qu'il y a des mouvements. Voilà, donc une complexité, mais est-ce que c'est l'infini potentiel de l'affirmation d'une contre-parole, comme dit Paul Celan, ou bien est-ce que c'est un fatras de big data, d'intelligence artificielle, de deep learning, etc. Quant à la multidisciplinarité, il faut voir ce que l'on entend par là. Parce que est-ce que c'est un modèle intégré qui se symbolise dans les publications internationales comme le quartier de Tarte, 30% ceci, 20% cela, 15% ceci, etc. Ou est-ce que c'est l'articulation d'approches tout à fait différentes, comme les hétéronymes de Pessoa, dans lequel il faut tenir un fil? Et toute la question des cliniciens, c'est peut-être savoir quel est ce fil qu'on tient. Alors la métapsychologie, je pense qu'il faut aussi concevoir, comme l'a d'ailleurs très bien expliqué Freud, ce n'est pas un modèle à appliquer, ce n'est pas une métaphysique, c'est une sorcière. Alors aujourd'hui, je propose, suite à l'exposé de Jean-Paul Matteux, de dire que c'est une sorcière qui est une sorte de balai immanent et en excès qui nous permet d'explorer l'informe et de ressortir un peu plus riche. Voilà, alors il y a ça pour Freud avec le rêve où toutes les interprétations finalement ne valent que d'être attachées à l'ombilic obscur. Il y a Hoffman dans Les Élixirs du diable qui dit que toute la littérature fantastique n'est là que pour déployer une connaissance symbolique du fil secret qui traverse notre vie en la nouant solidement dans toutes ses phases, mais qu'il faudrait considérer comme perdu celui qui essaye de saisir ce fil. Alors aujourd'hui, on n'essaye plus de saisir ce fil de manière violente, mais je pense qu'on essaye de noyer le fil dans la pléthore de données, ce qui n'est pas vraiment beaucoup mieux. Alors je voulais vous parler très brièvement de 4 expériences qui animent un petit peu mon propos. La première expérience est une rencontre au KCE, qui est un centre d'audit pour les recherches avant la mise en place des réseaux et circuits de soins infanto-juvéniles, ce qui s'appelle maintenant Brustar à Bruxelles, les étoiles. Et dans cette réunion, la chercheuse était très intéressée par l'idée que l'adolescent était une réalité complexe, avec des choses qui n'allaient pas vraiment ensemble, que chaque intervenant avait une vue particulière, et qu'il fallait donner les moyens pour que les intervenants inventent au fur et à mesure comment s'adapter à cette réalité nouvelle. Elle m'a même demandé que je lui envoie le texte là-dessus, parce que ça la passionnait vraiment. Mais vous savez ce que c'est devenu dans le rapport définitif ? C'est que la clinique avec les adolescents était tellement précaire et flexible qu'il fallait une évaluation permanente par le centre de référence tous les X temps. Alors là, je me suis dit, j'ai raté une occasion de me taire. Avant ça, nous avons eu les questions sur l'évaluation de nos pratiques. Et là, c'était un autre piège. On disait, oui, mais vous n'évaluez pas vraiment ce qui compte. Alors on essayait de dire à la personne qui organisait l'évaluation ce qui était important. On en est abouti au fait qu'au lieu d'avoir 20 critères, on en avait 100. Et que l'évaluation devenait absolument laborieuse et vraiment kafkaïenne. Le troisième piège, c'est que généralement les politiques sont très à l'affût des projets innovants. Et une fois qu'ils ont les projets innovants, ils le testent, et puis ils font ce qu'ils appellent une implémentation générale du réseau. Et donc ils prennent nos inventions singulières pour en fait les décréter comme généraux.
Donc, il y a eu un exemple d'ailleurs dont j'ai entendu parler de chercheurs qui avaient trouvé très intéressant de donner un GSM pour les adolescents suicidaires pour qu'ils puissent noter leurs idées suicidaires pour pouvoir en reparler à l'entretien, qui avait lieu tous les mois dans le protocole de la recherche. Et il y a des politiques qui se sont dit, mais voilà, maintenant on a la preuve, l'entretien psychiatrique pourra être remboursé tous les mois. On voit que le GSM est aussi efficace que la consultation. Voilà. Donc, et le quatrième exemple, c'est le brouillard de pandémie que Christian Salmon appelle orienté par l'ère du clash, la tyrannie des bouffons, les réactions complotistes, les chiffres derrière lesquels on ne trouve plus rien, et où nos politiques essayent évidemment de recouvrir ça. Alors ils ont bien sûr des statistiques sur les troubles anxieux et dépressifs qui augmentent, et donc on nous propose des projets, des recherches et des financements éclairs, éphémères, pour résoudre le problème, pour recouvrir cette angoisse et cette dépression. Alors je vais vous faire 3 prélèvements dans la poésie et dans la philosophie. Le premier prélèvement, c'est Jacques Dupin, qui est un grand poète, qui a écrit ça en 2000. Il dit « La poésie, mais on entend un peu toutes les pensées subjectives, c'est la conjonction de traits épars et de débris érigés, liens tressés de linéaments. » Alors ça, normalement, les big data font ça. Mais ce que le poète ajoute, de linéaments ennemis. Ça, c'est déjà plus compliqué, parce que ça, il faut... Voilà, comme j'ai pris cette référence un peu schématique, mais je pense qu'il faut quand même déjà être un petit peu pessoa pour mettre ensemble des ennemis et en faire une coterie inexistante. Ça va déjà plus très bien dans le brouillard des big data. Et la deuxième phrase, c'est l'autorité fragile du souffle infini de la voix brisée. Alors ça, c'est déjà plus compliqué dans des big data de mettre l'autorité fragile du souffle de la voix brisée. Et ce que ça donne, là on pourrait prendre Pessoa, le tout qui est rien, le tout qui est un fragment, etc., qui est reconnu. Et ce que ça donne, c'est la mise à nu par le feu qui fait surgir la langue à travers le corps. Alors pour faire cette opération, là il faut quand même de la clinique. Et donc je pense que le défi de la clinique, c'est quand même entendre derrière cette complexité quelque chose de cette autorité fragile du souffle infini de la voix brisée qui n'aura de consistance que d'être accueilli, qu'il y ait un lieu d'adresse, parce qu'on est tous des bébés, au sens de Bernard Gols, à ce niveau-là. Le deuxième référence, c'est Hölderlin. Alors Hölderlin, il a très bien compris que tout va vers le délié. Tout est disséminé, Jean-Paul, pour Hölderlin. Mais beaucoup est à maintenir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenir ? Et là, je trouve qu'il donne une indication qui, moi, me sert avec les adolescents comme vraiment l'éthique de mon écoute. Alors, il faut faire 5 choses en même temps. Alors, vous allez voir, c'est compliqué. La première, c'est qu'il faut prendre son départ dans l'infini des possibles sans se cramponner à un événement en train de se dissoudre. Donc, il faut explorer tout sans essayer de se cramponner à un, puisque c'est en train de se dissoudre, on va se dissoudre avec. Le deuxième point qui est le plus important, il faut trouver un point singulier au cœur de ce qui se dénoue et qu'il va falloir tenir une fois qu'on l'aura trouvé. Et la caractéristique de ce point, c'est qu'il a plus de rapport avec moi que n'importe quels autres points pris 2 par 2 ont des rapports entre eux. Voilà, donc une sorte de perle autour duquel les choses vont se réunir. Et une fois qu'on a trouvé ça, il ne faut pas s'arrêter créativement sur un point mortifère. Parce que là, alors tout est foutu, puisqu'on retombe dans un point qui est en train de se défaire. Et à partir de là, il faut maintenir une démarche mesurée, libre et sans distraction par rapport à ce point qu'il faut tenir dans la complexité. Et alors, par miracle, à un moment donné, quand on a tenu ça suffisamment longtemps, eh bien, on peut envisager les 2 rives de la faille qu'on a aveuglément traversée, et on a la reproduction de la vie par elle-même qui nous fait passer d'une individualité à une autre individualité. Le troisième point, c'est la notion de regouvrement par Alain Badiou dans son livre « L'immanence des vérités ». Alors, je vais vous lire...
Alors, tout le livre d'Alain Badiou, c'est de faire la différence entre le véritable infini, qui est organisateur d'une œuvre, éventuellement l'œuvre que l'on est, et du faux infini, qui est la prolifération des marchandises et des déchets. Voilà, comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux infinis, les deux complexités? Alors la notion de recouvrement, qui est d'une puissance politique, je pense, des plus intenses, c'est pour penser la manière dont les œuvres peuvent être aujourd'hui soumises à des tentatives de ravalement sur ce qu'ils désignent comme des déchets, en tout cas des produits formatés, en souffrance, qui recèlent des puissances infinies, mais qui sont bridées et sans possibilité de s'inscrire dans un présent vivant. Alors, cette stratégie de recouvrement, évidemment, va toujours échouer, malgré tout, parce qu'on peut supposer que la subjectivité toujours se fait entendre, et que, pour le dire comme Alain Badiou, il est insupportable de vivre sans idées. Mais le problème, c'est que s'il n'y a aucun lieu où puisse s'inscrire cette existence de vivre quand même avec quelques idées dans le fatras proliférant de nos savoirs, il y a deux périls importants. Il y a le péril de la désorientation, parce que le recouvrement nous rend sceptiques de tout. Et puis il y a le péril des retours sur les formes des théories complotistes, ou des vérités crispées, qui éventuellement sont des vérités crispées en acte, ou en ayant marre de ne pas exister, on prend son arme pour tirer sur le conseil municipal de Nanterre, comme Richard Durn, etc. Donc on appellera de façon générale l'opération de recouvrement la neutralisation de tout repérage d'une potentialité infinie dans une situation que le pouvoir dominant veut contraindre à demeurer sous une loi finie, neutralisation obtenue non pas par un déni direct et antagonique de la potentialité, mais par des considérations tirées elles-mêmes des ressources en finitude de la situation initiale qui viennent recouvrir et rendre méconnaissable ce qui essaye de se faire entendre. Et donc je pense qu'on est aujourd'hui dans ce type de neutralisation, en fait. Tout est intégrable dans les ressources de notre computer de la santé publique. Et donc on construit une toiture composée d'ardoises finies, destinée à rendre invisible un surgissement inachevé, potentiellement infini. C'est une belle définition du bébé, selon Bernard Gols, je pense. Quelque chose comme ça. Alors là où il y a le surgissement, en quelque sorte latéral, singulier, d'un point infini, d'où la finitude de l'oppression est visible, ça va provoquer l'environnement à inventer de nouvelles formes de l'oppression, et en particulier de nouvelles figures du recouvrement, de nouvelles études managériennes qui incluent tout. Tout ce qu'on leur donne est réintégrable dans cette couverture, en quelque sorte. Alors, je vais terminer sur... je pense qu'il s'agit d'exorciser cette couverture, et que le défi de la santé mentale ne peut pas se limiter à participer à ces recouvrements par une prolifération indéfinie d'ardoises qui cachent la misère anxieuse et dépressive, et qui voudraient régler les problèmes de la pandémie par quelques budgets précaires et éphémères pour faire taire l'angoisse et la dépression là où elles se situent. Le défi de la santé mentale est de se constituer comme un lieu d'adresse. Ça, c'est un peu une discussion avec Bernard Gols, ce qu'il appelle une demande sans personne. Moi, je préfère appeler ça une adresse. On dépose en attendant que quelque chose résonne. Comme lieu d'adresse, donnant sa chance au potentiel surgissement, en quelque sorte latéral, singulier d'un point d'infini. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup Antoine pour cette intervention poétique, philosophique et très dense qui pose des questions assez métaphysiques sur la difficulté qu'on a pour garder cette ligne de crête permanente dans la clinique, d'être perdu dans le brouillard, maintenir une mobilité, accepter d'être dans ce brouillard sans être perdu dans le brouillard. Alors, tu as fait beaucoup de références au contexte politique, la politique de santé.
si je reviens à la clinique, je me dis que il y a quelque chose d'extrêmement exigeant dans ce que tu proposes, qui montre jusqu'à quel point on est dans une pratique, une clinique extrêmement compliquée, complexe, et que je me demande comment pouvoir trouver cet équilibre entre cette complexité, cet art que tu décris, de cet équilibre précaire, et de repères qui aident la boussole, le fil d'Ariane, qui nous permet de nous retrouver dans le brouillard. Et je me dis par exemple que si je pense à la clinique notamment des états limites auxquels je suis souvent confronté, qui est une clinique dans laquelle on est souvent perdu dans le brouillard, un résonant souvent avec la clinique des patients, nous avons besoin d'un certain nombre d'outils, et que la psychopathologie est peut-être ce qui nous permet d'avoir une boussole pour éviter d'être perdu avec le patient, parce qu'autrement on est dans la confusion et pas dans l'accompagnement partagé. Et donc ce que tu nous invites à faire, c'est utiliser peut-être la psychopathologie, les hypothèses et les outils que la psychopathologie nous donne comme un moyen une boussole pour s'orienter, et qui semble très difficile de pouvoir proposer, que soit transformé dans des structures d'état de santé publique, et en même temps, toujours restant dans la clinique, ce que les modélisation un peu plus de la structure des thérapies nous aide à faire. Alors, au niveau plus individuel, c'est peut-être plus facile à penser, notamment la structure des thérapies est ce qui nous aide à éviter d'être perdu. Sur le plan de la santé publique, est beaucoup plus complexe à maintenir ça. Et donc, merci, parce que c'est une réflexion à deux niveaux, l'intime et puis le collectif, qui sont parfois très difficiles à équilibrer. Alors, est-ce que y a des commentaires? Alors, on inhibe un peu les internautes et les participants online à distance, mais n'hésitez pas. Si tu veux faire un commentaire. Peut-être par rapport à ce que tu dis, je pense qu'il y a deux choses en fait. Il y a d'abord, la psychopathologie permet de nous situer. Et pour intervenir, il faut quand même se situer. Mais je pense que ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut... Je pense quand même que c'est l'écoute qui fait que même dans les états dits limites, il y a de temps en temps quand même une parole qui sort du lot, quoi, qui n'est pas tout à fait autre chose, qui n'est pas tout à fait la même que tout le reste. Et ça se retrouve par exemple dans une nouvelle de Lenz, qui est commentée par Paul Celan. Lenz, en fait, pour le dire très simple, ça commence par le 20 janvier, Lenz marchait dans la montagne. En fait, il fait une décompensation psychotique, il est mis en observation selon les catégories aujourd'hui, et il meurt dans un caniveau à Moscou. Donc c'est un cas psychopathologique de décompensation psychotique irréversible, avec toutes les tentatives de l'aider avec des ateliers pour parler de l'art sont inefficaces. Mais ce que Paul Celan repère, c'est que quand il se perdait dans la montagne, il avait dit qu'il serait beau de pouvoir marcher sur la tête pour avoir le ciel comme sol. Eh bien, Paul Celan dit que si on veut dégager quelque chose de nouveau à partir de Lenz, il faut partir de cette parole qui va à contre-courant, qui relève d'un infini, et garder ça en mémoire dans le poème, de son pas encore jusqu'au son déjà plus, pour alors trouver un méridien qui intersecte toutes les langues et qui crée quelque chose de nouveau. Donc le défi de la clinique, c'est non seulement de situer la psychopathologie, mais d'entendre ce qui se dégage de cette psychopathologie comme une potentialité nouvelle qui peut grandir grâce à l'écoute et grâce au lieu d'adresse, comme une sorte de bébé partiel non encore né qui pourrait venir au monde, en quelque sorte. Oui, donc si je vais un peu dans ta direction, c'est le risque que la manière de ne pas être perdu, c'est une objectivation qui est réductrice, alors que c'est vers une subjectivation qui est par contre beaucoup plus fragile, qu'il faut encourager la rencontre avec l'autre. Donc pour reprendre une maxime très célèbre, voilà pourquoi votre fille est muette,
mais ça ne va pas la faire parler. Donc il faut pas seulement comprendre pourquoi les gens sont muets, mais qu'est-ce qu'ils peuvent dire. Merci beaucoup. Bernard, ah là, très bien. Bernard, si tu veux intervenir. Oui, merci beaucoup Mario. Très brièvement, parce que bon, je trouve vraiment qu'il y a des liens qui se font entre les différentes interventions là depuis ce matin. Je voudrais juste dire quelque chose qui renvoie d'une part à ce que Christine a dit quand elle a fait cette espèce de lecture de notre livre avec Sylvain et quand elle a évoqué la question des gestations pour autrui. Ça évoque aussi ce que tu as dit toi, Mario, quand tu as parlé à propos du mouvement vers le dehors, enfin quelque chose que tu as dit, mais ça peut aussi nous intéresser dans le domaine des psychothérapies et pas seulement dans le domaine de l'orthogenèse précoce. Et puis à l'instant, cette discussion avec Antoine Masson pour savoir s'il faut parler d'adresse plutôt que de demande. Enfin, je trouve que la réflexion est très intéressante. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que tout ça, pour moi, ça montre que le bébé, mais peut-être pas seulement le bébé, moi c'est ce qui m'intéresse avec le bébé, c'est qu'il nous amène peut-être à un nouveau structuralisme, mais des processus, et non pas des états et des contenus, des contenants. Et finalement, ce à quoi le bébé nous invite, effectivement, alors je veux bien le mot adresse, Antoine, il envoie des bouteilles à la mer, si j'ose dire, et tant que personne ne les a repris, ce sont des signaux, presque des indices, mais il faut que ça trouve un point de rebond, un point de renvoi à l'extérieur pour que ça devienne des signes, que la sémiotisation se fasse par le détour par l'autre. Et je crois qu'on tourne tous autour de cette question-là. Quel objet, quel environnement, comment une adresse d'ailleurs peut-elle devenir une demande, comment est-ce qu'un indice peut devenir un signe, comment est-ce qu'un processus peut être déplacé aussi, parce que dans la gestation pour autrui, effectivement, il y aura déplacement de processus prénataux dans des processus postnataux. Enfin voilà, moi je suis vraiment ravi d'être là, c'est ce que je voulais vous dire. Et je pense même qu'il y a ça aussi dans ce que Marie-Rose nous a dit, comment on passe le transculturel, c'est ce mouvement entre des mondes différents, mais qui ont aussi des points communs. Merci beaucoup en tout cas. Merci Bernard. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres interventions des participants ou avant de passer la parole à notre prochain intervenant? Sinon, effectivement, je donne la parole à Lenio Rizzo, neuropsychiatre infantile. Il y a Marie-Rose. Oui, Marie-Rose, tu peux tout à fait répondre. Oui, je voulais juste faire un petit commentaire dans les correspondances, dans la suite de ce que vient de dire Bernard. C'est que je suis frappée, mais c'est logique, de voir que lorsqu'on parle de complexité, on va utiliser des registres, on va aller chercher par exemple, à l'instant, de la poésie, de la philosophie, l'anthropologie, de la linguistique bien sûr, mais même là, je suis frappée chaque fois que quelqu'un intervient, il va utiliser un registre différent pour éclairer cette complexité. Ça montre cette nécessité-là d'aller chercher des éléments pour enrichir notre clinique. Et ça montre aussi, me semble-t-il, l'importance de nous focaliser pas seulement sur les champs, mais sur les traductions possibles, et pas seulement comme des métaphores, mais vraiment comme des traductions. C'est-à-dire on passe d'un mot à l'autre et on reconceptualise, on part d'une discipline à l'autre et on reconceptualise. Et là, on a un surplus de savoir d'une certaine façon. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant d'un point de vue épistémologique de voir ces correspondances. Merci Marie-Rose.